Merci, vous avez la parole. Merci madame. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, sur la question des interdictions de manifester dans le cadre d'ouverture d'information et dans le cadre d'obligation du contrôle judiciaire, alors, j'ai absolument pas le chiffre, et je pense même que si on regardait les chiffres de la chancellerie, on n'aurait pas ce détail, alors pas forcément en nombre de contrôles judiciaires, mais le détail des obligations et interdictions qui sont prononcées dans le cadre des contrôles judiciaires. Alors là, pour le coup, je vous parlerai de mon expérience professionnelle. Oui, dans le cadre de violences qui sont commises dans le cadre de manifestations, bien sûr que les magistrats pensent à cette interdiction et prononcent souvent, voire très souvent, mais ça c'est un peu au doigt mouillé, ces interdictions de manifester. Et je peux même vous dire que ces obligations et interdictions dans le cadre de contrôle judiciaire sont plus suivies dans le cadre d'une information judiciaire que dans le cadre d'un classement sans suite, parce que je vous rappelle qu'il est également prévu dans le Code de procédure pénale ces peines complémentaires, ces interdictions complémentaires qui sont pas suivies en fait par des services appropriés, alors que le juge d'instruction, il désigne un service pour vérifier que le contrôle judiciaire est bien respecté, et surtout, il y a quand même ce risque au-dessus de la tête des mis en examen de ce que si une obligation ou une interdiction n'est pas respectée, c'est la détention provisoire qu'il risque. Donc je pense que quand vous dites sur l'efficacité ou la réitération possible de troubles dans le cadre d'une manifestation alors qu'il aurait été interdit de manifester, sont davantage, on va dire, encadrés dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Sur la problématique des informations judiciaires qui s'enlisent, je suis tout à fait d'accord avec moi. On en a eu avec vous, on en a eu des exemples médiatiques assez récents. Je peux vous dire aussi qu'il y a beaucoup d'affaires, mais on n'en parle pas, qui traitent de violences dans le cadre des manifestations qui avancent. On est encore sur une question de moyens. Alors, pas forcément que sur une question de moyens en termes de nombre de juges d'instruction et en termes de nombre de greffiers, parce que qui dit juge d'instruction dit greffier d'instruction également, il ne faut pas l'oublier, mais une question de moyens pour les services enquêteurs. C'est-à-dire que ce sont des enquêtes, je vous l'ai déjà dit, qui sont très complexes, qui sont en plus l'objet souvent de coups de projecteur, parce que quand on a affaire à un dossier de violence policière, eh bien forcément, il y a une pression supérieure. Je pense que, et là, pour le coup, il ne faudrait pas que votre commission d'enquête, il faudrait davantage une autre commission d'enquête pour savoir quels sont ces services enquêteurs, pourquoi est-ce qu'on désigne des services qui dépendent du ministère de l'Intérieur, que je parle de l'IGGN ou de l'IGPN. C'est-à-dire qu'on a à la fois des policiers qui enquêtent parfois sur des collègues, on a également des juges d'instruction qui parfois enquêtent sur des policiers avec lesquels ils ont l'habitude de travailler par ailleurs sur d'autres affaires. Donc on voit bien que toute cette question appelle, au-delà du fait qu'il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont donnés aux services enquêteurs pour pouvoir mener à bien ces commissions rogatoires, on est aussi dans des formes de schizophrénie parce qu'il y a des liens hiérarchiques qui parfois peuvent entraver ou en tous les cas limiter certaines investigations. Je pense qu'il ne faut pas se mentir sur ce point. Sur la définition des attroupements, je pense que l'article du Code de sécurité intérieure est tout à fait clair, sans rentrer dans la question de la problématique des sommations. Je vous appelle à relire l'article 211-9 du Code de la sécurité intérieure. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après 2 sommations de se disperser, et c'est seulement à la suite de ces sommations que du coup il y a attroupement et que du coup il peut y avoir potentiellement infraction si on participe à cet attroupement. Donc la question n'est pas tant de savoir si ce délit ou si cette infraction est suffisamment circonscrite ou est suffisamment bien rédigée ou pas, d'autant que cette question de l'attroupement, en fait, c'est un faux problème, parce que ce n'est pas cette infraction qui est utilisée par les parquets, c'est l'infraction de participation à un groupement en vue de participer à la préparation de violences volontaires. Et pourquoi est-ce qu'on utilise davantage cette infraction de groupement en vue d'eux et non pas d'attroupement? C'est parce que pour l'attroupement, il y a une décision de la Cour de cassation qui interdit la possibilité de passer en comparution immédiate, alors que le groupement en vue d'eux, il y a la possibilité de passer en comparution immédiate. Et la Cour de cassation a estimé que l'attroupement était un délit politique dans son arrêt de 2017. Donc du coup, on voit bien que ce n'est pas tant le délit d'attroupement qui pose une difficulté. Ce qui pose une difficulté sur le délit d'attroupement, c'est comment sont faites ces sommations de dispersion. Et on sait très bien que ces sommations de dispersion, et là, nombre d'observateurs l'ont dit et l'ont documenté, ne sont pas forcément réelles, ne sont pas forcément entendues et ne sont pas suffisamment claires.
d'autant que les sommations, elles sont faites dans des moments de trouble avec des gaz lacrymogènes et les mobilités de différents cortèges ou groupes d'individus. Donc, du coup, c'est plutôt la sommation, à mon avis, qui pose difficulté plutôt que la question du délit d'attroupement. Mais en tous les cas, ce délit est assez peu utilisé par les parquets parce qu'on ne peut pas faire de comparution immédiate sur la base de cette infraction. Sur votre quatrième question du contrôle d'identité, alors là, pareil, hein, c'est un vaste sujet. En 30 secondes, je ne pourrais pas développer. Bien sûr qu'il y a des contrôles d'identité discriminatoires. La France a d'ailleurs été condamnée pour ceci. Et ce que je voudrais vous dire dans le cadre des manifestations, c'est que on a même, dans le cadre de ces contrôles d'identité qui sont massifs, et ils sont massifs non pas dans la zone de manifestation, ils sont également massifs dans les zones aux alentours des manifestations, parce que ces contrôles d'identité sont utilisés sur la base de réquisitions du procureur de la République et du 78.2, qui sont rédigés à tour de bras aux abords des manifestations. Et l'on voit bien, quand on regarde la cartographie des 78.2, comment on est sur une expansion de ces autorisations à contrôle d'identité. Et du coup, on voit bien que là, on a presque un maintien de l'ordre préventif. C'est-à-dire qu'on va dissuader des manifestations par le biais de ces contrôles d'identité que j'ai envie de dire qui sont totalement disproportionnés. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas de contrôle d'identité parce qu'on suspecte une infraction. On ne fait pas de contrôle d'identité parce qu'on a affaire à une personne dont on soupçonne qu'elle ne pourra pas justifier de son identité. Non, ce qui normalement devrait être la base d'un contrôle d'identité. On fait des contrôles d'identité massifs pour dissuader les manifestants d'aller sur le lieu de la manifestation. Donc on voit bien là que les contrôles d'identité sont utilisés dans le cadre d'un maintien de l'ordre que l'on pourrait appeler préventif, qui est d'ailleurs proscrit par les textes internationaux. Vous m'avez également posé comme cinquième question la question des vidéos. Je crois que vous faites référence à une disposition qui est prévue par la loi sécurité globale, dont une nouvelle version a été déposée le 20 octobre dernier. Alors, il n'est pas clairement dit dans ce texte qu'il était prévu de flouter le visage des policiers ou tout élément permettant d'identifier les policiers, notamment sur des lieux de manifestation, mais qu'en revanche, dans certaines conditions, et notamment si jamais la sécurité de ces policiers devait être atteinte par la diffusion de certaines images, alors il serait possible de ne pas exploiter ces vidéos. Tout ceci, au syndicat de la magistrature, nous inquiète énormément. On l'aura compris, on est dans le déni des violences policières en France. Et tant qu'on sera dans le déni, on pourra multiplier le nombre de commissions d'enquête parlementaires comme on veut, que la situation va s'aggraver et les policiers ne seront pas sécurisés parce que justement, on n'aura plus confiance en notre police. Je pense que le contrôle démocratique, la possibilité de voir ce qui se passe, y compris dans les débordements, qu'ils soient policiers ou manifestants, c'est un pilier de notre démocratie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça commence un tout petit peu à bouger et on commence un peu à mener des réflexions un tout petit peu plus objectives et j'ai envie de dire sincères sur ces questions-là qui sont extrêmement graves parce que justement, on a des images. Parce qu'on a des images de manifestants, de publics, de citoyens qui ont le droit de savoir ce qui se passe sur ces lieux de manifestation et ailleurs. C'est un droit que de pouvoir filmer ce qui se passe dans l'espace public. Donc, si la police n'est plus soumise à ce contrôle démocratique, je pense qu'aujourd'hui, on se fourvoierait à ne pas regarder en face ce qui se passe. Et je pense que les premiers à vouloir regarder ce qui se passe et à vouloir faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement et qu'il n'y ait pas de violence, y compris policière, ce sont les policiers eux-mêmes. Enfin, sur la question de la présence